Hello, bienvenue dans Run Exploration, le podcast qui remet les coureurs et la passion de la course à pied au centre de la conversation. Moi, c'est Elodie, je suis coureuse passionnée depuis 2012 et avec ce podcast, j'ai envie de vous montrer que la course à pied, ça va bien au-delà de la performance et du matériel. J'ai envie de vous montrer que la course à pied, c'est un mode de vie, parfois, pour certains, oui, mais ce sont surtout plein de façons de la pratiquer et de la vivre. Pour ça, un dimanche sur deux, je reçois au micro de Run Exploration un coureur ou une coureuse passionnée pour parler course à pied sans se prendre la tête. On échange sur nos pratiques, nos parcours, nos ressentis vis-à-vis de la course à pied, tout simplement parce que selon moi, il y a autant de définitions du running qu'il y a de coureurs et donc tout autant d'histoires à raconter et à écouter. Une chose avant de commencer, si vous aimez Run Exploration, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire découvrir à encore plus de passionnés. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine, comment tu vas ? Bonjour Elodie, très bien, merci. De rien, merci d'être venue au micro de Run Exploration. Alors c'est un épisode un petit peu particulier. Je sais pas si ce sera le premier à être diffusé, mais en tout cas c'est le premier que j'enregistre, donc ça me fait très plaisir. On le fait à distance, bien évidemment, conditions sanitaires obligent. Et ça va être, je pense, un épisode aussi particulier par rapport au sujet qu'on va aborder. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Marine, j'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit Théo qui a 3 ans, 3 ans et demi, c'est lui. Il aime bien qu'on dise 3 ans et demi, attention. Je suis responsable RSE, voilà, très important. Je suis responsable RSE dans un grand groupe, donc je viens du digital et j'ai basculé sur la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale d'entreprise. Bon, en gros, c'est comment on peut améliorer l'impact de l'entreprise sur les individus, les communautés, l'environnement. Et ça, c'est à partir d'engagements et d'actions très concrètes. Donc ça a été vraiment une révélation pour moi de me rapprocher de ce milieu-là. C'était plus proche de mes valeurs. Donc, j'ai commencé ça il y a à peu près 1 an. Et du coup, je suis aussi très dans ce milieu-là. Avant, j'étais passionnée de voyage et maintenant, je suis complètement fascinée de permaculture, d'agroforesterie, Sympa. Tout ce qui pousse de manière générale. Donc, en ce moment, c'est le temps idéal parce qu'on est en plein printemps et il y a tout qui commence à germer. Et je suis assez fan de cette période-là. Ok, sympa. Et du coup, tu pratiques la course à pied quand même, rassure-moi, parce que tu ne l'as pas cité. Oui, parce que ça me paraissait être une évidence, mais effectivement, moi, la course à pied, ça fait à peu près depuis 2012 que je la pratique de manière un peu plus intensive qu'avant. Et je suis tombée dedans, c'est vrai, un petit peu par hasard, plus ou moins par hasard, on va dire. Et j'ai trouvé un plaisir fou. Ça fait tellement partie de mon quotidien, en fait, que je le cite même plus, enfin, mon quotidien ou de ma semaine, on va dire, parce que je ne cours pas non plus tous les jours. Mais c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, effectivement, et qui me caractérise aussi. Ok. Et du coup, comme tu disais que tu pratiques régulièrement, quel est ton rapport à la course aujourd'hui ? Est-ce que tu y vas souvent ? Comment tu pratiques ? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai un rapport assez particulier. On le verra un peu plus tard, mais j'essaye d'être toujours assez active, mais c'est-à-dire avec un peu plus je suis assidue, mais on va dire un peu moins qu'avant. C'est-à-dire que j'y vais au feeling. Si mon corps me dit faut y aller maintenant, j'y vais. J'essaie quand même de me tenir à 1 à 2 séances toute seule, un peu des séances défouloirs. J'appelle ça des séances défouloirs, où je cours le plus vite que je peux sur 5 kilomètres, vraiment pour exorciser toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, canaliser mes émotions. Tout lâcher. Tout lâcher, voilà. Et je suis vraiment toute seule. Alors, soit j'écoute de la musique à fond que j'aime bien, qui est assez dynamique, soit je suis plutôt à écouter des podcasts pour me dire bon, voilà, c'est un peu moins d'une demi-heure dans ma journée, mais ça m'aura servi. Donc, j'apprends des choses, voilà. Okay. Donc, c'est selon ce que je ressens. Et puis, j'aime bien me faire quand même une sortie un peu plus balade, on va dire promenade le week-end, où je sors généralement en forêt, je me fais un peu de dénivelé, j'y vais plus au feeling. Et là, généralement, j'aime bien y aller si je peux avec mon mari, si on arrive à faire garder le petit. Sinon, on essaye de faire aussi une sortie avec mon fils qui commence à faire un petit peu de vélo, donc on peut faire une petite sortie tranquille à côté et en famille, voilà. Ok, super. C'est déjà pas mal. Donc, tu cours en moyenne 2 à 3 fois par semaine quand même, donc assez régulière. On le verra plus tard, je pense, mais à mon avis, plutôt sans pression. Et voilà, ok. Et quel était ton rapport au sport avant de démarrer la course à pied ? Parce que du coup, tu dis que tu la pratiques depuis 2012.
Oui, alors bon, au-delà de la course à pied, je suis issue d'une famille assez active, hein, même très active. C'est-à-dire que tous les week-ends, on sortait, quoi. Enfin, on n'était jamais vraiment chez nous. Soit sortie culturelle, bien évidemment, mais souvent à faire soit une balade en vélo, soit aller planter le filet de badminton en forêt et puis se faire une journée pique-nique badminton. On faisait beaucoup de sport de raquettes. Ça a été des randos. Enfin voilà. Donc dans ma famille, c'est vraiment même limite, c'est assez sanguin, on va dire. Ouais. C'est quelque chose qui est fondamental chez nous, qui nous a construit et on se plaît beaucoup à faire du sport. Mon frère est un passionné de badminton. Il est dans son club, il est président de son club, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient. Au-delà de ça, j'ai beaucoup pratiqué la danse moderne jazz. Donc ça peut paraître un petit peu à part, mais finalement il y a une notion rythmique, une notion de motricité, de coordination du mouvement qui est assez intéressante et qui ressort vachement quand je cours en fait, parce que j'ai limite parfois une course un petit peu dansée. Quand j'écoute de la musique justement à fond, j'aime bien me lâcher. Et c'est ça qui me fait tenir, qui me fait aller plus vite. Plus vite. Ouais. Souvent il y a des ponts entre la musique et la course. On voit que ça a une influence sur le rythme de course et son mindset aussi pendant ces jogging. Donc écoute, c'est quand même très intéressant parce que finalement tu nous dis que t'étais déjà sportive, enfin active. Et tu tiens ça quelque part de la famille et c'est aussi intéressant de voir un peu ton background. Et comment t'as fini par démarrer la course à pied? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ouais, tout à fait. Donc en fait, la course à pied, c'est assez fort de le dire, mais ça m'a quand même, je pense, sauvé une première fois, sauvé un petit peu la vie d'ailleurs, parce que j'ai habité 2 ans à Singapour et dans les derniers mois, avant de rentrer en France, j'ai déclenché une forme, je pense, d'anorexie mentale, c'est-à-dire que j'ai quand même perdu une vingtaine de kilos en quelques mois. Voilà, donc je pensais en fait, c'est plusieurs. Bon, je vais pas expliquer, je vais pas donner ici les raisons pour lesquelles j'ai déclenché ça. C'est plein de choses, plein de choses qui sont passées en moi. Mais j'avais une notion, un rapport avec le corps qui était assez particulier. J'étais assez perfectionniste. J'avais envie qu'il soit vraiment parfait. La chaleur n'aidant pas non plus. Hein, on est quand même à 39 degrés, 99% d'humidité, donc très humide. Très humide. En ressenti, on est presque à 45. C'est assez dur. C'est dur du coup de pratiquer là-bas. Justement, ouais, c'est vrai que ça a été aussi une contrainte. Donc tout ça pour dire que effectivement, la course est arrivée comme ça pour justement me protéger un petit peu de cette anorexie en essayant de gagner de l'énergie parce que en perdant beaucoup de poids, on devient assez faible et je m'en étais rendu compte en faisant 2-3 marches, notamment en Corée du Sud quand je suis allée pendant le Nouvel An chinois, j'ai juste fait une toute petite marche à Séoul mais vraiment ridicule et je me suis sentie très vite essoufflée, très vite affaiblie et je me suis dit en fait ce que je veux c'est sculpter mon corps, finalement c'est que mon corps soit à l'image de ce que je veux, une notion de contrôle un petit peu plutôt que d'arrêter de manger, je vais plutôt me muscler, enfin me donner, brûler des calories entre guillemets. Et donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des petits objectifs parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un climat qui est quand même assez compliqué. Et donc j'ai commencé par 5 kilomètres où je suis allée vraiment tranquille. Hein. J'ai même regardé avant de partir sur le GPS alors quel itinéraire j'allais faire. Je me suis dit est-ce que je vais tenir les 5 kilomètres? J'avais peur de me perdre, enfin des trucs vraiment ridicules. Mais c'est déjà beaucoup en plus 5 kilomètres. C'est pas neutre comme objectif. Oui, je trouvais à l'époque, effectivement, je trouvais que c'était assez long. J'étais pas sûre d'en être capable. Et puis finalement, 5 kilomètres, je les ai faits. J'ai tenu comme ça pendant 2 semaines. Après, je me suis dit bon, allez, je tente. Hein, je vais tenter les 10 kilomètres. Donc là, je me suis chauffée. Je suis partie pour 10 kilomètres. J'y suis arrivée. Et là, encore une fois. Je me suis dit mais en fait c'est possible quoi. Enfin on peut partir de rien et en fait commencer progressivement à être à l'aise et je commençais à limite à prendre un peu de plaisir mais toujours avec cette chaleur assez suffocante. Ouais. Donc, et à ce moment-là tu y allais régulièrement. Ça t'a pris combien de temps pour passer de 0 à 5 puis à 10 par exemple? C'est une bonne question. Je crois que en fait, je suis partie tout de suite. Alors, les 5 kilomètres, quand je me suis décidée que j'allais commencer à courir, j'ai couru tout de suite 5 kilomètres. Et après, pour passer à 10 kilomètres, voilà, c'était 2 semaines après. 2 semaines après, je me suis dit bon, allez, c'est bon, là, j'ai fait 5 kilomètres et j'y allais peut-être 3 fois par semaine à peu près. Ouais, très rapide quand même.
Très rapide, ouais. Assez rapide, ouais. Et j'allais pas vite du tout, par contre, hein, je tiens à préciser, j'étais peut-être à 7 km, 7 au kilomètre, 7 minutes au kilomètre, pardon. Et donc, c'était pas très rapide. L'objectif n'était pas d'aller vite, c'était vraiment de tenir la distance, finalement. Exactement, c'était de tenir la distance et j'étais déjà très fière de ça. Ouais. Donc voilà, après, je passe à 10 km et je rentre en France, du coup, après 2 ans à Singapour. Et là, je me rends compte qu'avec un climat assez tempéré et assez agréable, finalement, je peux aller un petit peu plus vite et c'est limite beaucoup plus agréable. Et je découvre le plaisir des endorphines qu'on connaît tous quand on commence à courir. Quand on commence, oui. Et oui, donc je commence à être accro, mais vraiment très très accro parce que aussi par voie inspirationnelle parce que je découvre l'auteur Murakami. Alors je sais pas si Haruki Murakami. Exactement. Oui, je vois très bien où tu veux en venir. Donc en fait, cet auteur, je le découvre notamment en Asie, mais je continue à le lire en fait, et je découvre qu'il a une autobiographie, cet auteur-là, et qu'il explique qu'en fait qu'il est passé de propriétaire d'un club de jazz à écrivain et qu'il s'est instauré une certaine discipline, et que cette discipline-là passe aussi par le sport, qu'il découvre alors qu'il fumait, je crois, 3 paquets de cigarettes par jour. Enfin vraiment, il avait une hygiène de vie terrible. Et il commence à courir et il se dit en fait je vais courir 10 km par jour, voilà. Il s'achète une paire de Mizuno et il court 10 km par jour. Et j'ai fait pareil, j'ai voulu faire pareil, sauf que je pense qu'il était un peu plus préparé que moi parce que je cours 10 km par jour, mais je pars avec une paire de chaussures complètement usées, pas du tout la chose à faire. Je pars sans m'étirer à la fin, sans m'échauffer et sans m'étirer, donc vraiment brut. Brut. J'étais pas musclée, donc j'avais pas de quadriceps assez adapté à une course un peu brute. Donc bref, je suis partie en mode moi aussi je suis une warrior, je vais y arriver. Moi aussi je vais y arriver. Pas du tout préparée, c'est la chose vraiment à pas faire. Donc je me suis du coup blessée au genou pendant très longtemps, ce que j'estime être longtemps, genre quelques mois, 2-3 mois. Oui, mais ce qui est frustrant quand tu commences à prendre plaisir avec la course en fait. Exactement. Je me suis sentie complètement séquestrée. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et comme tu dis, très frustrant. Mais heureusement, dans le boulot que j'avais pris à Paris, là, il y avait une salle de sport et j'ai commencé à mettre justement à la musculation un petit peu, douce, hein, je précise. Donc des cours de renforcement musculaire pour retravailler mes quadriceps, mes abdos, faire beaucoup de squats, ce genre de trucs, du gainage. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite d'ailleurs, donc ça m'a permis de canaliser un petit peu justement cette énergie un peu trop violente et qui attaquait un petit peu trop mes muscles et mes articulations. Et je suis partie sur quelque chose d'un peu plus canalisé et plus complémentaire finalement, parce que cette pratique de renforcement musculaire, je l'ai gardée par la suite. Alors si je m'étais pas blessée, je pense que j'aurais jamais commencé ça et j'aurais pas. Mais je vois très bien. Hein. Je vois très bien parce que moi, j'avoue, je déteste le renforcement musculaire. Ceux qui écouteront les épisodes, je pense que je serai pas la seule. Je déteste ça et en fait, à chaque fois que j'en fais, c'est parce que je me blesse. C'est la seule raison. Et à chaque fois, je me jure de continuer, mais je ne continue pas. Voilà, donc je me reblesse, mais c'est très important ce que tu dis. Effectivement, faites du renforcement musculaire. C'est super important si on veut continuer sans se blesser et en bonne santé, quoi. Ouais. Exactement. Et puis aussi moduler, parce que c'est vrai que courir tous les jours, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et surtout, en plus, on progresse pas. C'est-à-dire que moi, j'étais sur 10 kilomètres toujours au même rythme, entre guillemets. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un petit peu ennuyée. Bon, après, chacun cherche. Moi, je m'ennuyais un petit peu. Je me disais, ok, je suis toujours à 10 km/h, ce qui est très bien. Mais je cherchais quelque chose de plus. Je cherchais du piquant un peu dans tout ça. Donc, finalement, de courir tous les jours, on progresse pas. Il faut faire un petit peu de fractionné, des distances courtes, des distances longues, voilà. Donc, en fait, et chose que d'ailleurs j'ai trouvé, ça peut faire un petit peu la transition sur la suite, que j'ai trouvé en fait toujours dans cette même entreprise que j'ai rejoint quand je suis arrivée en France. Donc salle de sport. Dans la salle de sport, j'ai rencontré du coup des personnes qui couraient, donc avec des niveaux différents, des coureurs un petit peu qui recherchaient, enfin même beaucoup la performance, hein, qui étaient vraiment dans marathon. Moi, je veux baisser mon chrono, etc. Et puis il y en avait qui étaient plus là par loisir, voilà, pour s'aérer un petit peu, voilà, le midi, entre midi et deux, prendre un petit sandwich après, enfin voilà, le midi un petit peu détente, et voilà, et j'ai trouvé ça super intéressant.
Et j'ai eu la chance de rencontrer, alors je sais pas s'il écoutera le podcast un jour, mais une personne qui s'appelle Habib, qui était ancien champion de steeple et tout, donc qui avait un super niveau et qui avait vraiment envie de monter une asso parce que dans son ancienne entreprise, il avait monté une asso qui permettrait justement de déclencher un petit peu des subventions de l'entreprise pour pouvoir subventionner des courses, pour pouvoir avoir nos propres maillots, avoir un logo, enfin voilà, quelque chose qui nous fédérerait un petit peu et qui permette de représenter les couleurs de notre entreprise pendant des courses, voilà, des événements. Effectivement. Et donc, il avait cette ambition-là. Et moi, je maîtrisais un petit peu les réseaux sociaux, voilà, et surtout le réseau social d'entreprise qui était mis en place à l'époque. Et du coup, je lui ai proposé qu'on commence déjà par une communauté qui nous permettrait du coup de rassembler ces différents niveaux, ces différents horizons, ces différentes cultures, etc., autour d'une même passion. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça c'était fou parce qu'il y a eu un engouement exceptionnel. Des gens qui se parlaient pas tant que ça finalement, même dans les vestiaires, etc., ont commencé à trouver une émulation commune avec des niveaux bien évidemment différents, des objectifs différents, mais avec ce point commun, ce dénominateur de la commun. course. Ouais, c'est génial. Ça, c'est un gros point fort de la course. On le retrouve souvent. Enfin, on peut ne pas parler la même langue, ne pas avoir du tout la même pratique, mais on a ce point commun qui est qu'on met peut-être une fois par semaine nos baskets et on sait, on traverse peut-être les mêmes sensations. En fait, on partage ça, quoi. Exactement. Et quand tu parles de sensations, c'est à ce moment-là aussi où j'ai couru ma première course assez officielle, on va dire. Donc après ma blessure du genou, je venais de me guérir, on va dire, de récupérer. Et je me dis bon allez, maintenant faut y aller. Donc la première course que je vois disponible, le semi-marathon de Paris. Je fais bon allez, on va tenter. Tu aimes les challenges. On va le noter. J'aime les challenges. Et je partais pas de zéro non plus. J'avais ce fond un petit peu des 10 kilomètres. Après, je me suis dit, bon, je vais pas partir bille en tête sans avoir fait de semi. Alors, encore une chose à ne jamais faire, je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai couru en semi toute seule. Avant le semi, le truc à pas faire. Bon. Ah, t'as couru un semi à l'entraînement, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Ah, oui, ça, faut jamais le faire. Faut jamais le faire. C'est le meilleur moyen de se blesser. Et en plus, on gagne pas forcément en endurance ou en voilà. Mais je ne savais pas à l'époque et j'étais terrorisée à l'idée de ne pas finir. Et vu que j'en avais jamais fait avant, je m'étais dit bon allez, je veux faire. Et j'ai fait un truc. Encore une fois, je pense que c'est la pire chose à faire. Vu que j'avais peur de ne pas tenir, j'avais peur de faire un malaise et tout. Quand je l'ai fait toute seule, je l'ai fait sur un stade. Donc j'ai tourné. Ah oui, oh là là. Donc tu t'es dégoûtée à tout jamais de cette distance en fait. Je me suis dégoûtée, mais en fait finalement j'ai tellement apprécié la course que j'ai fait au semi-marathon de Paris. J'avais des ailes, c'était incroyable. J'avais cette émulation qu'on connaît tous ceux qui ont couru ce genre de course. On se laisse porter. On a en plus il y a des musiques tout le long. Il y a une super ambiance. Les gens clament ton nom alors qu'ils te connaissent pas parce que t'as ton nom. Il y a le nom sur le dossard. C'est ça. Ah, c'est incroyable. Moi j'ai adoré cette course. Ça a été vraiment une révélation. Et du coup, je suis devenue picousée aux courses. J'y allais tous les week-ends. Donc, je faisais une course officielle quasiment tous les week-ends. Wow. Des 10 kilomètres, des trails. J'ai fait plein de formats assez intéressants, genre des trails de nuit. J'ai fait aussi des courses d'obstacles. J'ai adoré tout ce qui est. J'ai fait la D-Day Race en Normandie. Tu commences. T'as un peu tout testé. Voilà, j'ai un peu tout testé. Alors là, tu m'en as dit beaucoup. Je crois savoir, du coup, tu nous as dit en interview, en entrée, que tu as été maman. Donc j'imagine que au moment où tu as eu ton petit Théo, tu as dû faire une pause. Comment t'as vécu cette pause ou comment t'as pu reprendre après derrière si t'as repris? Ouais, tout à fait. Donc, déjà à la grossesse en tant que telle, je me voyais pas continuer à courir. Alors, il y en a qui le font, parce que quand on a une pratique assez régulière, on peut continuer à courir. Bon, après, avec on va dire parcimonie. Je me rappellerai toujours quand j'étais allée supporter mon père au marathon de New York. Wow. J'avais croisé une nana qui était enceinte, je sais pas de combien, mais qui avait sur son maillot First Baby Marathon, et j'étais là. Quoi? Non. Enfin, moi, je me vois pas faire ça. Je me voyais pas faire ça. Et même, de manière générale, je me voyais même pas faire un footing enceinte. Voilà. Bon, c'est chacun ses trucs. Donc, mais je me suis mis vachement à la natation. Donc, j'ai pas lâché, si on veut. J'ai quand même gardé une certaine hygiène de vie. Je continuais à beaucoup marcher, faire de la marche active. Voilà, ce type de choses. Ok. Mais bon, c'était pas pareil. On sait bien, le corps est ingrat, il oublie vite. Donc, surtout en course. C'est ça, surtout à la course.
Donc après, j'ai eu Théo et effectivement, j'ai quand même subi une césarienne d'urgence, donc j'étais cicatrisée. Quand on a une césarienne, généralement, on attend 3 mois. On nous demande d'attendre 3 mois avant de reprendre le sport. Et au-delà de ça, j'étais opérée d'une hernie ombilicale, donc liée à ma grossesse. Et là, pareil, c'était 3 mois supplémentaires à devoir arrêter complètement toute pratique sportive ou voilà, tout geste brutal, on va dire, donc, pour du coup, éviter. Tu te retrouves avec je pense que tu restes active pendant ta grossesse, mais après tu es quand même à 6 mois de repos presque forcé de ce fait. C'est ça. C'est assez dur, voilà. Difficile de s'y remettre, mais c'est vrai que j'ai repris après ça. Donc après les 6 mois à peu près, j'ai repris progressivement. J'étais très épuisée musculairement, aussi niveau cardio, niveau souffle. Voilà, comme bien on sûr, disait, c'est normal. Ingrat. Donc j'ai voulu refaire quand même quelques séances de fractionnés après avoir fait bien sûr des footings un peu plus doux et tout. Ah oui, tu me rassures, j'ai peur là tout de suite. Non, pas tout de suite. J'ai commencé par des petits footings tranquilles et après je me suis dit j'ai essayé de me retaper un petit peu dans le dur pour revoir si je retrouve des sensations comme avant et pour retrouver du plaisir en fait sur un footing tout simple en fait, de se dire si j'ai un niveau un petit peu avec mon fractionné, si j'arrive à avoir un meilleur rythme, peut-être que une séance de 10 km sera très agréable finalement, j'aurai plus de plaisir. Donc c'est pour ça que je le faisais, c'était pas pour refaire une course. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que le fractionné, on l'entend souvent, c'est souvent quelque chose qui peut aider à casser une barrière et progresser après sur des séances plus longues. Après, on aime ou on n'aime pas ça, mais c'est vrai que souvent c'est quelque chose qu'on voit passer, en tout cas sur Internet, comme un bon plan un bon plan, une bonne idée pour essayer de progresser et de retrouver du plaisir sur des sorties plus longues et de progresser sur la longueur en fait. C'est ça. On se fait mal pour aller mieux plus tard sur la longue, à la longue. Donc c'est vrai que effectivement, j'ai été moins assidue aussi parce que je désirais des grossesses assez rapprochées. Donc je m'étais pas dit je vais m'entraîner vachement pour faire des courses ou etc. Je me suis dit je reste sur des grossesses rapprochées, donc je m'y mets pas non plus à fond. Et finalement j'ai eu malheureusement quelques événements pas terribles, donc j'ai fait deux grossesses qui n'ont rien donné, qui n'ont pas abouti. J'ai fait des œufs clairs et donc du coup j'ai même pas fait de fausse couche, donc j'ai dû faire 2 aspirations, des curetages, on appelle ça intermédical. Ouais. Donc ça c'était dans les 2 ans après avoir essayé, donc pas d'affil, mais ça a pas mal on va dire cassé un petit peu mon envie, mon rythme de course, même si la deuxième aspiration, je me suis un petit peu lâchée. Là, j'ai fait vraiment un rythme fractionné pour faire une perf, pour me taper une perf en 10 km. Mais plus par rage et par colère, donc on repart sur la qualification des émotions. Mais voilà, donc c'était plutôt par colère de pas. Ce besoin d'extérioriser aussi et de. Voilà, c'est ça. Mais je gardais quand même espoir que j'arrive à aboutir à une grossesse heureuse, mais malheureusement, la vie en a. C'est dur quand même. C'est dur. D'affilée. Oui. Voilà. Je pense que ça demande beaucoup de courage aussi quand même de continuer. Et je comprends que la course ait pu être aussi un moyen de surmonter ça, quoi. Ouais, c'est pas simple, surtout que vraiment on gardait espoir que ça se passe mieux pour une prochaine en fait, parce que vraiment on s'est laissé un petit peu de temps et on s'est dit là on retente. Et là, il est arrivé un drame, donc j'ai expliqué en quelques lignes, et qui est assez récent d'ailleurs, qui est assez frais parce que c'est arrivé, ça a commencé mi-décembre et ça s'est passé plutôt début janvier. Mi-décembre de l'année dernière, on est en 2021 pour les personnes qui nous écoutent. Et donc, on se parle il y a 7-8 mois, finalement, c'est assez frais, quoi. C'est assez frais et puis c'est vrai que tout ce qui est ressorti, tout ce qui est arrivé, c'est plutôt le janvier. Bon, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre, sans aller vraiment au fond du truc, mais au moins pour comprendre la chronologie. Bien sûr, pour que les gens comprennent. Voilà, donc je suis tombée enceinte de jumelles, donc voilà, une grossesse gémellaire. Donc là, tu te dis génial. Génial, donc je suis tombée enceinte en août 2020. Et donc là, on se dit génial, mais finalement, c'est un petit peu un mix d'émotions. C'est génial, mais en même temps un peu choquée, un peu
un peu surpris. Et puis aussi, est-ce qu'on va arriver, comment on va y arriver? Et surtout, j'entendais quand même des témoignages de grossesse assez à risque, donc j'étais pas sereine à 100%. Mais bon, voilà, on fait les échos, on passe les échos, tout se passe bien. Donc on se dit bon bah finalement, voilà, tout est ok, tout la est roue ouvert. tourne. Ouais. La roue tourne pour nous. Enfin, voilà, peut-être que c'est les deux œufs clairs auparavant qui reviennent un peu à nous, voilà, comme par magie. On y voit des signes forcément. Voilà, on y voit des signes. Et finalement, malheureusement, un contrôle de routine. J'étais à 20 semaines d'aménorrhée à peu près. On se rend compte que le col les filles ont super bien la patate, elles sont hyper dynamiques, mais le col complètement ouvert. Ah oui. Et là, tu disais 20 semaines d'aménorrhée. Alors, moi, j'ai pas d'enfant. J'y connais rien. En gros, t'étais à combien du terme? Enfin, t'étais à combien de temps? J'étais très loin du terme. C'est-à-dire que j'étais à peu près à 5 mois. Alors que, voilà, il faut tenir jusqu'aux 8 mois. 7 mois, on peut encore faire, voilà, même 6 mois maintenant. Il y a des enfants prématurés à 6 mois. Mais là, t'avais des jumelles. Donc, du coup, c'est très, très grande prématurée, là. Ça aurait été très grand prématuré. Et puis, c'est très risqué parce que nous, ce que nous ont dit les médecins, c'est que même si voilà, elles arrivent, c'est un tiers de chance que ça se passe bien. Le reste, c'est un tiers de polyhandicap ou un tiers de mort, de décès suite à ça. Donc voilà, donc assez compliqué à digérer. C'est-à-dire que déjà, je me dis, si j'arrive à tenir, je suis à 20, il faut que j'arrive à 25. Donc c'est un peu comme une course là pour le coup. Oui, là, tu te dis, allez, encore une semaine, encore une. Et c'est ça. En fait, je suis vraiment dans l'endurance, le ressenti. Je me fixe des jalons parce que je me dis, si je me fixe tout de suite 25 alors que je suis à 20, bah, ça va être très dur psychologiquement. C'est ça. Donc, je me fixe des jalons. Je me dis déjà, si j'arrive à sortir de la maternité, que j'ai pas accouché, c'est déjà une grande chose. Victoire. Donc, j'ai tenu quand même une semaine comme ça. Après, ça a été une semaine et demie. J'ai passé les fêtes parce qu'à chaque fois, je me disais, ouais, il faut que je passe les fêtes. Oui, en plus. Donc, voilà. En plus, j'étais un peu alitée. Voilà, je pouvais pas trop. Enfin, je me sentais, si tu veux, je serrais vraiment tout au fond de moi. J'étais en gainage ultime en me disant. Gainage permanent, quoi. Ouais, c'est ça, gainage permanent. Faut que ça tienne. Voilà, vraiment. Très très dur et bon malheureusement le 2 janvier contrôle de routine là je sentais qu'il y avait un problème là pour le coup j'en sentais plus une enfin je pensais que je sentais plus une des filles et donc et voilà ils font une écho et là bon on voit bien qu'il y a une des filles celle qui était en bas qui est malheureusement décédée in utero. Donc là, c'est le premier choc. C'est assez dur à encaisser, même si je le pressentais un petit peu de mon ressenti. C'est pas la même chose de se l'entendre dire et confirmer en fait par un médecin. Quoi. Psychologiquement, là, c'est très lourd déjà. Très dur. C'est très lourd déjà psychologiquement. Donc là, j'arrive en salle d'accouchement, on me fait comprendre qu'on ne pourra pas sauver la deuxième parce que bon, ses poumons sont pas du tout matures. Et du coup, voilà, donc je suis en salle d'accouchement et puis en gros, pour faire rapide, j'accouche d'une première, une deuxième. Là, je me sens partir, je suis pas du tout bien. L'anesthésiste, j'entends l'anesthésiste dire 6 de tension. Je fais oula, 6 de tension, j'ai jamais été aussi basse. Encore pas bon signe, toujours pas mieux. Encore pas bon signe. Ils me mettent un masque, je sens des glaires dans mes poumons. Enfin, je me sens partir. Je demande même si je vais mourir à la sage-femme. Enfin, vraiment, catastrophe. Panique. Je panique totale et en fait ils me disent qu'ils vont m'endormir pour sortir les placentas. Donc moi je pense bon ils vont m'anesthésier, ça va aller. Ça va se passer. Ça va se passer. Ils demandent à mon mari de sortir, etc. Et en fait j'apprends un jour après, 2 jours après le temps que je me réveille que je suis en réanimation, que j'ai été intubée. J'apprends que j'ai fait un choc septique, donc c'est extrêmement rare. Je préfère le préciser parce que je veux pas faire paniquer. Qu'on fasse pas paniquer les futures mamans. Les futures mamans, c'est extrêmement rare. Et je tiens à préciser que j'ai fait une grossesse parfaite pour mon fils. C'est très bien passé. J'ai pu. Il est là, tout va bien. Il est là, très bonne santé. J'ai fait de la natation jusqu'au bout. Enfin, vraiment nickel. Non, là, c'est vraiment très rare. Le gynéco, chef de service, nous a dit qu'en 20 ans de carrière, je suis la 3e qu'il a vu faire ce type de malaise. Donc je me suis réveillée du coup en réanimation. Donc j'ai passé un petit peu les détails, mais en gros j'ai fait une crise d'angoisse le soir même. Donc on m'a rendormie, on m'a réintubée parce que c'était trop tôt, parce que j'étais encore très faible, j'étais encore assez traumatisée de ce qui m'était arrivé quelques jours avant. Et puis en fait on m'a réveillée donc
quelques jours, un jour plus tard. Et là, ça allait beaucoup mieux. Bon, j'ai fait de la rééducation sur tous les aspects. Donc, au niveau de mon corps, j'étais vraiment pas au niveau. J'étais vraiment normal, complètement dans les choux. C'est-à-dire que j'avais besoin d'assistance respiratoire. Je respirais plus assez bien pour m'oxygéner comme il fallait pour pouvoir faire fonctionner le reste de mes fonctions vitales de mon corps, donc assez compliqué. Il a fallu que je réapprenne aussi à manger, à m'alimenter, parce que bon, quand on est intubé, après une intubation, c'est ça. Après, ça peut passer par le mauvais tuyau, donc on mange d'abord liquide. Des gelées, des trucs comme ça. Bon voilà, bref. Donc tout ça à réapprendre. J'arrivais plus à m'asseoir tout simplement et à me lever. Donc là, tu revois tout de zéro finalement. Tu repars de la base et en plus, tu as ce choc, ces chocs à gérer puisque finalement, tu as perdu les deux. Donc tout surmonté quoi. C'est ça, je suis effectivement sous tous les chocs possibles, imaginables. Donc là, mon premier objectif, c'est de me remettre d'aplomb, vraiment physiquement. Donc là, j'ai que ça en tête. C'est-à-dire que même ce qui s'est passé au niveau de l'accouchement, de la perte de mes filles, c'est un petit peu off pour le moment, même si c'est encore. Tu le mets de côté. Ouais. Je le mets de côté parce que c'est de la survie là. C'est juste, il faut que je sois en forme, il faut que je sois d'aplomb pour pouvoir justement affronter psychologiquement et physiquement la suite. Être en forme pour mon fils aussi quand je sors parce que j'allais demander, oui. Parce que lui, du coup, il sait pas tout ça à ce moment-là, j'imagine. Non. Alors mon mari a fait un super job parce qu'il lui a vraiment expliqué. Il a essayé de avec des mots d'enfant, lui expliquer ce qui se passait sans trop essayer de le faire paniquer, hein, même s'il a vu les réactions de mes parents, de mon mari qui était en pleurs. Oui, forcément. Ouais, qui était vraiment dévasté, à pas savoir si j'allais me réveiller. Bon, bref. Donc, du coup, il a vu tout ça, il a pu le ressentir, mais avec quelques mots qui étaient mis, mais c'est vrai ils ont essayé de le préserver. Et voilà, je savais que ça m'attendait aussi à la sortie, qu'il y a quand même une énergie assez débordante, comme tout enfant de l'âge de 3 ans, donc il faut pouvoir tenir ça. Et au-delà de ces souffrances, ces différentes souffrances physiques qui ont été quand même assez rudes, pour moi qui aimais bien maîtriser mon corps, le contrôler, le sculpter, toujours à la perfection, voilà, c'était tout l'inverse, c'était un peu une leçon pour moi. Donc donc ça a été assez rude, hein. Je me suis quand même tapé la totale. Ouais, t'as vraiment joué de malchance, mais là c'est plus que jouer de malchance. Vraiment, on espère que les femmes qui nous écouteront ne seront pas dégoûtées à vie et ne se diront pas dans quoi je m'embarque si elles sont enceintes. Vraiment. Non, désolée. Ouais, vraiment, c'est pas le but. Hein. Encore une fois, on est sur plutôt un podcast autour de la course. Mais c'est important pour la suite. Mais j'allais te faire y revenir. T'inquiète pas. Non, j'arrête là. Mais effectivement, je vais y revenir. Dans ma tête, là, ce qui se passe, c'est que je me dis le sport c'est fini pour un an. Là, je vais pas réussir. Mon corps est plus du tout en état. Je vais juste survivre là en fait. Ouais. Et je vais juste m'occuper de mon fils. Je vais me remettre progressivement. Je vais tranquille quoi. Là, c'est un peu la pause qu'il faut que je mette en place parce que, comme je disais auparavant, j'étais plutôt à taper dans le dur et là, je me dis vraiment qu'il va falloir faire une pause. Ouais. Voilà. Donc je me dis ça, mais je ne perds pas espoir que ça ira mieux. Et c'est là que je dis un peu que la course T'as sauvé. M'a sauvé une deuxième fois. Là pour le coup, et c'est vraiment le cas parce qu'il y a eu plusieurs choses. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mon corps. Parce que il m'avait lâché total, notamment pendant la grossesse, mais aussi après, tout à fait. Donc, je me suis dit bon, il faut vraiment que je m'y remette pour que j'y croie encore. Et là, c'est vraiment mon mari qui m'a tirée pour le coup. Je pensais que tu voulais faire non, mais en fait, je me disais plus que te lâcher là de ton corps, c'est retourner contre toi. Exactement. Je pense qu'on n'est jamais prêt à ça. Enfin, on s'imagine jamais ça en fait, tout simplement. Donc là, il faut reprendre le pouvoir entre guillemets et retrouver la force de revenir finalement. C'est ça, exactement. Donc en fait, mon mari m'a vachement aidé à ça. C'est-à-dire qu'il m'a je savais que j'avais envie de reprendre la course parce que ça m'a toujours aidé à passer les étapes, à passer les épreuves.
Mais voilà, j'avais pas forcément. Là pour le coup, c'est pas mon corps qui me disait d'y aller, parce que généralement c'est mon corps qui. Là, c'était plutôt tranquille et tout. Et il a fallu me faire un petit peu violence. En même temps, je me voyais pas y aller toute seule. J'avais perdu une confiance totale, à la fois dans mon corps, mais aussi dans la vie. Je me sentais en porcelaine et j'avais peur de, je sais pas, de choses tomber, anodines, de te blesser, de me blesser, et de me faire mal. Donc c'est vrai que je voulais à tout prix partir avec quelqu'un. Et c'est vrai que mon mari m'a vraiment tiré. Il me disait allez, faut y aller. J'y vais moi. Est-ce que tu veux venir? Quand que t'as quelqu'un, je pense que tu le sais. Quand et quelqu'un qui dit j'y vais moi, tu dis bon allez, ok, j'y viens. J'y vais, tout à fait. Et du coup, il me faisait sortir. Voilà, on a commencé par 5 kilomètres. Cette fameuse distance des 5 kilomètres. Toujours. La première fois, j'avoue que ça a été hyper dur. Musculairement, j'étais ruinée. J'avais plus du tout de muscle. Donc, c'était plus musculaire que souffle. Je pensais que niveau souffle, j'allais plus galérer. Mais en fait, non, c'était musculaire. T'avais perdu en force, en fait. Finalement. Exactement. J'avais plus trop d'appui. Et voilà. Et puis bon, au fur et à mesure de m'y remettre progressivement, je suis assez contente parce que j'ai repris 2 semaines après la sortie de l'hôpital. Donc, ah oui, mais quand même. Oui. Non, mais en fait, t'es toujours super rapide, qu'on se le dise. C'est que malgré tout, 2 semaines après, tu reprends la course. Ouais, ça c'est le mental qui. T'as quand même un bon mental. Hein. J'ai toujours eu ce mental. Je le dois beaucoup à ma famille et puis aussi à mon grand-père. J'avais vraiment besoin de me ressentir vivre à travers la course, même si c'était 2 semaines après, même si c'était laborieux, etc., pour me remettre un petit peu dedans. Et là, je suis assez contente parce que on est au mois d'avril, on vient de débuter le mois d'avril, et j'ai retrouvé un rythme que je pouvais avoir un petit peu avant sur 5 kilomètres, pas sur 10, et en prenant du plaisir. Voilà, donc je suis hyper contente. Bah, tu m'étonnes, je peux être fière. Ça me redonne confiance en moi, dans mon corps. Voilà, donc la course, c'est vraiment c'est fort. C'est très fort chez moi, et c'est vraiment pour quelque chose, je pense, qui peut aider beaucoup de gens, parce que au-delà de la performance, je suis passée un petit peu par tous les stades, par toutes les phases, et c'est vrai que ce que je garde toujours, et même si on n'est pas dans la performance parce qu'à un moment donné le corps le permet plus, c'est toujours quand même une soupape pour souffler et arriver à canaliser ses émotions et son et affronter les moments difficiles aussi, quoi. C'est ça. Coup, malgré tout. Exactement. Non, mais c'est très fort comme témoignage. Alors, ça fait un moment qu'on parle et je pense qu'on a compris que effectivement la performance, elle était là aussi au départ, mais pas forcément pour être la meilleure, mais pour s'améliorer, progresser. Et au final, ce que tu retires, c'est vraiment la gestion des émotions, affronter ton quotidien. Et aujourd'hui, la course, c'est ce qui te permet de faire ça, en fait, tout simplement. Et c'est aussi une pratique que beaucoup de personnes, j'imagine, ont, et que on peut tous avoir à un moment de sa vie, alors sans forcément passer par les mêmes épreuves que toi, mais peut-être d'autres épreuves. Je vous le souhaite pas, je le souhaite à personne, vraiment. Encore une fois, merci pour ce témoignage, parce qu'il est très très poignant. J'avais envie de le partager, et je trouve ça très émouvant, et je suis très touchée que tu aies accepté de le faire. Et malgré tout, est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu pourrais faire sans la course à pied, et est-ce que, au-delà de, je pense qu'on a vu pas mal de points positifs, est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui se mettent à la course à pied, ou qui traversent justement en ce moment une épreuve difficile et qui courent? Oui, donc faire sans la course à pied, comme je disais, c'est assez compliqué pour moi, parce que c'est devenu vraiment un petit peu la soupape. Il y a des personnes qui, pour méditer, ont besoin de calme, de silence, d'être assis, etc. Et moi, ça ne fonctionne pas. Moi, ma forme de méditation, elle est plutôt active, et c'est vraiment ça, quoi. La course, pour moi, c'est ma méditation, c'est mon moment positif de la journée, mon moment où je peux m'évader, où je peux à la fois justement vider toutes ces émotions négatives. C'est mon moment de créativité aussi, parce que c'est là que j'arrive à trouver des nouvelles idées sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire, ou même au niveau du boulot. Donc c'est vraiment important pour moi, et il y a rien qui peut le remplacer. J'ai testé un petit peu le VTT quand j'étais un peu moins solide au niveau de mes appuis, justement pendant cette période-là, et ça n'a pas fonctionné.
ça m'a fait la même chose. La natation, c'est pareil. Voilà. Donc, je sens bien que voilà, c'est vraiment nécessaire. Au niveau des conseils, donc comme je le disais auparavant, commencer par petits pas. Il faut se faire confiance. On peut y arriver. On en est tous capables. Je reviens à Camille que j'aime beaucoup. Il le prouve, hein. Et puis même s'il va très très loin, lui, même peut-être il va trop loin. Je pense un marathon, etc. On peut tous y arriver avec nos petites étapes et ce qui compte, c'est d'avoir un objectif et de se le fixer, et d'essayer de l'atteindre, d'être dans la résilience. Moi, je trouve que la course, ça permet ça, c'est d'être dans la résilience. Il faut pas se forcer. Voilà, le corps, c'est quand même ce qui est bon pour lui à terme. Hein. Trouver un parcours qui peut être modulable, ça peut être pas mal aussi pour varier justement les distances. C'est important. Et trouver quelque chose à côté de chez soi pour commencer à pied et pas avoir à prendre sa voiture ou autre pour accéder à un spot qui fait la distance qu'on recherche. Et puis surtout, je pense que on cherche tout ça, mais c'est se faire plaisir. Hein, c'est ce que j'allais dire quand même. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout se faire plaisir. Donc ouais. Non, c'est hyper important et ne perdez pas de vue le plaisir de la course. Ce serait dommage d'y aller, de se forcer. C'est comme ça qu'on se blesse en plus. Donc ouais, le plaisir de la course avant tout. Je vais quand même revenir sur le livre. Du coup, tu parlais d'Haruki Murakami. Alors, moi, j'ai acquiescé parce que je l'ai lu, le livre en question. Je vous mettrai la référence dans les notes du podcast. Le roman s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Je l'ai devant moi. Oui. Donc, je mettrai la note. C'est un petit bijou. Vraiment, vraiment, vraiment foncé. Il est génial et je pensais pas pouvoir trouver autant de parallèles entre la course à pied et l'écriture. Donc n'hésitez pas, il se dévore. Donc vraiment. Et encore une fois, merci beaucoup Marine. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait te contacter? Est-ce que tu as envie d'ailleurs? Et un endroit où on pourrait te contacter? Oui, alors avec plaisir. Je suis plutôt active sur Instagram, donc je peux répondre assez vite sur ce réseau social-là. Donc et puis mon pseudo c'est Marine on the Bed, donc je sais pas si tu voudras le mettre. Oui, je le mettrai dans les notes du podcast. Oui. Voilà, donc il y a pas de souci sur tous les sujets que j'ai abordés. En espérant ne pas avoir été trop traumatisante. Il y a vraiment pas de souci. Je suis très ouverte à l'échange. Donc, ok, super. Merci beaucoup, Marine. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne reprise. Je te souhaite de surmonter tout ça, surtout, et de continuer à courir avec plaisir. On va se dire ça. Ouais, toujours avec plaisir, toujours. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant cet épisode autour de vous et en taguant @runexploration sur les réseaux sociaux. Pour plus de Run Exploration, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Et si d'aventure il y a une personne ou un profil que vous souhaiteriez entendre sur ce podcast, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse bonjour@runexploration.com. On se dit à dans 15 jours pour un tout nouvel épisode de Run Exploration. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne course!